Olivia, nous sommes faits du même bois, que pour reprendre l'expression des luthiers. Je t'embrasse dans ces temps où tout nous force à s'éloigner des uns des autres, alors que c'est aujourd'hui qu'il faut se rapprocher des uns des autres. Alors j'ai rencontré Olivia il y a 2 ans, et notre rencontre résume ce que l'on peut appeler la sororité. Elle me donne rendez-vous à Paris à 9h du matin, dans son quartier. Elle vient de déposer son fils à l'école. Et après 2 cafés croissants, j'ai une nouvelle amie, j'ai une nouvelle cousine. Elle était ici à Narbonne, lycéenne en option théâtre au lycée Lacroix. Elle a été ouvreuse à la scène nationale. Et quand on s'est rencontrés, elle m'a dit vouloir approfondir la rencontre avec tous les publics, et en particulier ceux qui sont éloignés de la culture. Elle veut soutenir les anciens qui célèbrent les 80 ans de la Retirade. Elle veut donner à entendre la voix des exilés espagnols. Elle propose de nous offrir sa parole. Elle incarne la puissance et la beauté hispanique. Ce que je lui propose, en devenant artiste associée à la scène nationale, c'est tout simplement de faire un bout de chemin ensemble, et puis de prendre du temps pour des rencontres artistiques un peu différentes, et pas seulement des gros concerts dans un rapport frontal. Alors merci Olivia de ce cadeau. Le sommaire que je te propose, c'est effectivement de parler à la fois de ta cinéphilie. Donc à l'image, on a Pedro Almodóvar. On parlera peut-être un petit peu de ce film et notamment de ses actrices, Penélope Cruz et Lola Duenas, deux actrices que tu apprécies, j'imagine. Tellement. Tony Gatliff. Tout à l'heure, on aura Geronimo en projection. Ce film que tu aimes aussi. Voilà. Donc tu pourras en dire Hasta la vista. Un petit mot tout à l'heure, qui est programmé dans le programme que vous pouvez suivre. Et puis aussi ce lien à l'actualité très fort, avec le lien à la guerre d'Espagne. Est-ce que raconte aussi ton livre en toile de fond, également dans l'histoire dans laquelle s'inscrit ta fiction, à savoir Joseph, qui est dans l'actualité aujourd'hui, Land and Freedom de Ken Loach. On pourra en dire un petit mot tout à l'heure. Le film de Ken Loach, tourné il y a plus de 25 ans, avec plusieurs comédiens, dont le comédien français Frédéric Pierrot. Et puis, je voudrais bien qu'on consacre un court instant et qu'il nous fasse une bascule dans ce qui, pour moi, m'a beaucoup touché dans ton livre, à savoir les objets du livre, les objets que tu as choisis pour raconter une part d'histoire, une part intime. Et puis également François Imbert, autre réalisateur narbonnais également, qui était là il y a moins d'1 an, et donc on évoquera aussi ces films, et je pense notamment à No Pasaran. Voilà. Est-ce que ce sommaire te convient ? Ça me parle complètement, oui. Très bien. Alors, juste rappeler également qu'à la demande de Marion aussi, donc on a déjà eu d'autres séances, et notamment une séance qui a consisté, ici, il y a 3 ans, à projeter et à travailler sur la représentation de Narbonne au cinéma. C'est notre point de départ, Olivia, ton attachement à la ville, ton attachement à ce département, à ses habitants. Quand on a projeté ces images, on a aussi évoqué Jean Eustache, qu'on voit ici à l'image, que Jean-Philippe a reconnu tout de suite. Et si on a parlé de Jean Eustache, on a parlé d'Henri-François Imbert, qui est là tout en haut à droite. Et en présence d'Henri-François Imbert et en présence de Luc Béraud aussi, on a parlé de ce film, Mes petites amoureuses, de Jean Eustache, que Jean Eustache a tourné ici, à Narbonne. Il a tourné déjà Le Père Noël et les yeux bleus en 66 et Mes petites amoureuses en 74. Donc ça a été aussi l'occasion également de revoir et d'accueillir des personnes qui étaient acteurs, jeunes adolescents dans ce film. Comme quoi, j'étais loin d'être la première à être inspirée par les figures, parce que c'est ça qui est beau dans notre région. C'est pour ça que c'est devenu le décor de mon roman et que les personnages sont directement inspirés de chacun de vous et de chacun de vos parents et grands-parents. C'est parce qu'il y a une authenticité qu'on ne retrouve pas ailleurs en Occitanie. Et alors, je dois être la 700e personne à te poser la question. Est-ce que c'est parti de là, pour toi, Olivia ? Je pense que c'est pas vraiment parti du café dans lequel j'ai grandi. C'est parti de l'envie de rendre hommage, voilà, aux origines de ma famille. Ils nous ont très peu parlé du fait qu'ils avaient des origines espagnoles. Et ça, pour une grande curieuse comme moi, ça posait question. Qu'est-ce que ça cache ? C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la guerre d'Espagne, petit à petit, à essayer de découdre les bouches dans la maison.
Et ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas réussi. Mais moi, je la sentais tellement forte en moi, cette Espagne. Je sentais que ma sensibilité, quelque chose probablement découlait de là. C'est peut-être pas du tout une réalité. Je suis pas thérapeute, j'ai pas fait mon auto-analyse. C'est ma petite mythologie intérieure, ça, finalement. Mais c'est ça qui a servi de base à cette écriture. Et je pense que le fait aussi de voir aujourd'hui énormément de migrants non accueillis, et notamment en raison du fait que j'ai un frère psychologue qui a travaillé de longues années avec des migrants mineurs isolés, m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que tout d'un coup, je voyais cet épisode de la première vie de mes grands-parents comme un miroir de notre époque. Et tout d'un coup, ça donnait une autre nécessité sur le fait d'en parler. C'était plus une démarche personnelle et intime. Ça devenait quelque chose qui était un peu plus oui, urgent. Et ton sens, disons, de l'observation, ce désir de fiction... Pardon, je vous tourne à moitié le dos, mais je ne sais pas trop comment me mettre. Et ton attirance pour le spectacle, le danse, la danse, le chant, là on est quand même un peu au départ, non? Ah oui, non, Marseillette. Ouais. De toute façon, Marseillette, c'est mon cœur. Avec les années, je me suis rendu compte que c'était pas anodin de grandir dans un café. C'est pas J'avais l'impression que c'était une enfance classique, moi. Mais finalement, c'est une micro-société. Donc ça apprend une forme de tolérance, ça donne une ouverture d'esprit. On rencontre beaucoup de gens en souffrance, même si dans les yeux d'une enfant... c'est quelque chose qui n'est pas palpable encore. Mais quand on grandit, on a ces images-là. Je raconte souvent cette histoire parce que je la trouve jolie. Ma grand-mère, souvent, on voulait, nous, tous les enfants, fermer le café le jour du 24 décembre. On avait envie de le faire chez ma grand-mère, toujours. On n'avait pas envie de le faire au milieu du café avec plein de gens. Et souvent, la grand-mère disait, mais non, les deux, là, ils vont rester tout seuls pour Noël. Et même si on avait juste un ou deux, elle pouvait dire, bah non, on va faire le repas du 24 au café parce que si on ferme, les deux, ils vont être tout seuls. C'est des toutes petites choses, mais quand ça fait 20 ans qu'on est dans une vie parisienne où chacun pense à son métro, son boulot, son dodo, sans regarder l'autre et s'interroger sur le fait qu'il existe et qu'il ait peut-être besoin qu'on lui tende une main. Puis ensuite, à l'adolescence, je suis partie vivre à Narbonne chez mon oncle et ma tante, qui eux aussi avaient quelque chose de très social et d'inné, et qui sont héritiers aussi de la guerre d'Espagne l'un comme l'autre, et qui ouvraient leurs portes. Oui, ils sont là. Et qui ouvraient leurs portes tout le temps, toutes les vacances. J'avais jamais vu ça ailleurs, moi. Toutes les vacances, ils accueillaient des petits Parisiens en difficulté, qui devenaient un peu les cousins de toute la famille, et certains avec qui ils ont encore un lien aujourd'hui. Donc je crois que sans le savoir, finalement, j'ai pioché des images par-ci, par-là de gens qui m'ont fascinée, qui m'ont inspirée et qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais l'autre, finalement, c'est la chose la plus enrichissante et passionnante du monde. Voilà. Donc, envie d'écrire des chansons et de parler de l'autre en général, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, finalement. Les cinéastes de chevet. Le premier, est-ce qu'on peut en dire un mot? Et on va voir trois visages, Carlos Saura, Pedro Almodóvar et Tony Gatliff. Qu'est-ce qui te plaît chez ces trois réalisateurs, dans leur situation, dans les personnages, dans ce qu'ils racontent? Ici, Carlos Saura, qui a aujourd'hui plus de 88 ans, qui a réalisé plus de 30 films. Voilà, qu'est-ce qui te plaît dans ces films et peut-être dans celui-ci? Je crois que tu y es aussi attaché, comme beaucoup d'entre nous. Plus à celui-ci qu'à tous les autres, qui finalement est le plus sobre, Cría Cuervos. Mais il y a quand même un point commun entre ces trois réalisateurs. C'est la tragédie et la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui me touche au fond de la chair. Il y a la violence, mais on se sert de la violence pour en faire rejaillir justement tout ce qu'on appelle l'énergie du désespoir et la lumière. Donc je trouve ça très beau. Cette enfant qui vient de Rame, elle a quelque chose de presque d'extraterrestre. Et à chaque fois, c'est vrai que le point commun aussi entre eux, c'est qu'on est dans quelque chose de très réaliste,
avec des petites touches de surréalisme qui sont complètement admissibles. Que ce soit aussi Alfonso Arrau dans Les Épices de la Passion. Voilà, tout d'un coup, par exemple, ce film génial qui raconte l'histoire d'une Mexicaine, Tita, qui est vouée à s'occuper de sa maman puisque le papa est mort et que dans la tradition mexicaine, la dernière des filles n'a pas le droit de se marier puisqu'elle doit prendre soin de sa mère. Elle tombe amoureuse d'un homme, cet homme va se marier avec sa grande sœur pour pouvoir rester près de sa bien-aimée. Et à un moment donné, tout à coup, elle va pleurer en préparant des cailles aux pétales de rose. Dans sa préparation, tout le chagrin de cet amour impossible à vivre réellement. Et quand elle va servir son plat à sa mère, à sa grand-mère, à sa sœur, à son beau-frère, du coup, qui est l'amour de sa vie, elle va provoquer un orgasme général à la table qui va être incontrôlable et chez la mamie et chez la maman. Et voilà, c'est ça qu'on retrouve chez tout cela. Une drôlerie, une tragédie et une lumière. Et surtout, la liberté. Est-ce que ce sont deux actrices que tu apprécies, Lola Duenas et Penélope Cruz? Pénélope, que dire de Pénélope Cruz? Elle rendrait n'importe quel Espagnol fier d'être espagnol. C'est encore une fois des comédiennes qui ne jouent pas. Des comédiennes qui sont des natures et qui sont justes et vraies. Pas une seule fois on se demande, pas une fois on ne sort de la narration parce qu'elles sont les porteuses d'une histoire. Le film d'actualité aujourd'hui, c'est Joseph, qui est un film d'animation et qui, je trouve, moi, est en résonance avec ton livre. Et on va en dire un petit mot, juste rappeler que Joseph est un film... Joseph Bartoli. Voilà, qui est consacré à Joseph Bartoli, qui a fui l'Espagne franquiste et, comme des milliers d'autres personnes, s'est retrouvé enfermé dans des camps, pas très loin d'ici. Et il va se lier d'amitié avec un gendarme. Le film nous montre des allers-retours entre le passé et le présent et qui nous montre notamment la transmission entre le gendarme devenu grand-père et avec son petit-fils. Le film est très ancré sur le territoire et il a aussi un soutien important du Mémorial de Rivesaltes, qu'il a beaucoup travaillé sur le film en fabrication. Et si vous voulez bien, si tu veux bien, on peut en voir juste la bande-annonce. Oh oui. Ça te dit quelque chose? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés. Régalez-vous! Il y avait bien quelques gestes. Tenez, c'est pour vous. Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi? Sí, la meva promesa. Allez, bougez-vous les fesses! No passaran! Tiens, saloperie d'espagnol de merde! Et après? Oh, après. Todas las madres del mundo escondan su vientre tiembla. Todas las madres del mundo escondan su vientre tiemblan y quisieran retirar. Yo volvería para escupir en la tumba de Franco. Voilà, le film est en salle, donc on l'a vu par le producteur de Valls avec Bachir. Quelle vie! Va commencer à dessiner dans les camps, puis s'exiler au Mexique, finir à New York en étant amant de Frida Kahlo. C'est beau la résilience quand même. Je voudrais, si tu veux bien, Olivia, que ton livre, paru tout récemment, qu'on a sur grand écran, La commode au tiroir de couleurs, nous amène à parler de la période dont tu traites, et la manière d'amener le sujet. Il y a 11 chapitres.
une introduction, un épilogue, et entre les deux... tu comptes l'épilogue et le prologue. Voilà, et entre les deux, 9 chapitres consacrés à des objets qui incarnent une partie de cette histoire à travers les souvenirs qu'ils amènent avec eux. Alors, j'ai pas récupéré les 9 mots, mais on a le sommaire et vous pouvez les récupérer, mais il y en a quelques-uns d'entre eux. Comment ces mots ont été choisis? Est-ce qu'il y a d'autres mots qui auraient pu t'inspirer également? Est-ce que d'autres ont été écartés? Quel est leur pouvoir d'incarnation et d'évocation? Voilà, c'était en fonction de leur symbolique aussi que je les ai choisis. D'abord, j'ai choisi de mettre des objets dans une commode. Je ne savais pas comment la transmission allait s'opérer. Et je me disais, quand on est trop pudique ou trop dans une forme de douleur pour trouver la capacité de libérer sa parole, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, laisser parler les objets. Donc au départ, j'ai mis ces objets dans cette commode sans savoir exactement comment la transmission s'opérerait. Et puis la symbolique de chaque objet était suffisamment forte pour être une clé. Voilà, elle dit qu'elle ne sait pas, elle n'a jamais su ce qu'ouvrait cette clé. Et puis en fait, elle revient sur ce qu'elle dit, cette grand-mère, et puis elle dit en fait, si ma fille, cette clé ferme ce qu'a été mon histoire et ouvre ce qu'elle va devenir. Le carnet de poèmes, c'est parce qu'il me semble que c'est assez symbolique d'un grand amour, un carnet de poèmes. C'est souvent des choses qui se passent quand on est amoureux. On va se laisser des petits écrits, où on va avoir une boîte avec les souvenirs à l'intérieur, et notamment des écrits ou des pensées. Donc ça semblait être une évidence. Le foulard bleu, c'est parce que ma grand-mère a un foulard bleu que je trouve pas très joli. Et du coup, ça m'amusait que la grand-mère laisse un truc que la petite fille allait trouver moche, en sachant qu'elle allait le trouver moche et en hériter, et que ce soit bleu parce que comme c'est une rouge, voilà, c'est une hérésie pour elle de porter un foulard bleu alors qu'elle est porteuse du gène rouge, avec de gros guillemets bien sûr, etc., etc. Le baromètre, c'est parce que j'ai un thermomètre, mais chez mes parents il y a un thermomètre Martini qui, je crois, a été récupéré au café, émaillé, très gros, très beau, et du coup voilà, j'en ai fait un baromètre. Mais 3 extraits du livre sur grand écran. Tu veux que je les lise? Ah, je veux bien. À l'arrêt du train à Narbonne, mes sœurs et moi n'étions pas seuls. Un bon quart des voyageurs descendaient là. C'était réconfortant. Mais la plupart des gens s'écartaient sur notre passage. On nous regardait comme des bêtes curieuses ou bien des opportunistes, je n'en sais rien. Je comprends. Un peu. Ce doit être effrayant d'apprendre que 400 000 bouches à nourrir débarquent sur ton sol. L'arrivée à Narbonne, le regard des autres, quelle est la part peut-être autobiographique, familiale, la part de souvenirs? Qu'est-ce qui a été transmis? Peanuts. Fiction 0. totale. Fiction totale. Ouais. La part qui existe dans ce premier chapitre, c'est tous les récits que j'ai pu aller chercher, et même d'ailleurs pas simplement les documentaires, d'ailleurs il y en a très peu, ou les émissions de radio, les romans aussi. Lydie Salvert, Carole Martinez, Véronique Ovaldé, beaucoup de gens ont écrit, toujours avec pudeur, sur cette aventure, ou en tout cas sur le lien qu'il en est resté entre les héritiers de cet exil et leur pays d'origine. Donc je pense que c'est tout ça qui a nourri ce chapitre. Le fait que mes grands-parents n'en parlent pas, au bout d'un moment, m'a fait me résigner. Beaucoup de gens en parlaient avec une intelligence, une distance, mais en même temps une vraie générosité aussi de cet épisode. Donc quand j'ai écrit ce premier chapitre, je suis allée vérifier que tout était plausible. Et j'ai jeté beaucoup de choses. Une dame m'avait raconté que sa maman, je crois, avait arraché des barbelés pour en fabriquer des aiguilles à tricoter, et détricoter un gilet pour en faire un pull, 2 pulls à ses petites filles. Il y a beaucoup de témoignages que j'avais entendus ou regardés qui m'avaient beaucoup touchée. Et du coup, c'est ça, je crois, qui a nourri ce premier chapitre.
deuxième extrait, un petit peu plus loin, on est 120 pages plus tard, hein, si tu veux bien le lire. Oui, alors là, il s'agit du café, puisque Rita va réussir à enfin trouver sa place dans ce café qui lui permet d'être elle à 100%, après avoir essayé de changer d'identité et avoir été rattrapée par le sang qui coule dans ses veines. La magie de notre lieu, c'était d'estomper les frontières entre les cases autour d'un verre ou d'une partie de cartes. L'échiquier n'était plus qu'une formidable piste de danse, fondue à l'aquarelle, sur laquelle plus personne n'était prisonnier ni de son costume, ni de ses couleurs. Voilà, là aussi, tu en as parlé tout à l'heure. Et sur la mémoire, alors j'ai eu l'embarras du choix, j'ai coché une page sur 10. J'ai choisi cette phrase. Ah, oui. C'est la grand-mère qui s'adresse encore à sa petite fille en lui disant au revoir. Aller de temps à autre dépoussiérer les tiroirs de la commode permet de maintenir les souvenirs en vie pour qu'ils ne s'échappent pas, ces petits farceurs. Et elle lui dit aussi, oublie les regrets. Les regrets, ça ruine le dos. C'est vrai. Et je trouve que ton livre nous invite à décliner cette notion d'incarnation des souvenirs dans des objets, pour la charge émotionnelle qu'ils comportent, pour tous les souvenirs qui traînent avec eux. Et c'est parfois la dernière chose qu'on souhaite conserver, nous, même si l'objet n'a en soi très peu de valeur. Et je pense que ça résonne chez chacune et chacun d'entre nous avec ces objets auxquels on tient énormément. Et si tu veux bien, nous allons rentrer dans une nouvelle partie de cette rapide intervention. Je voudrais que tu deviennes spectatrice, si je puis dire, de ce court-métrage, Boléro Paprika, de Marc Ménager, un court-métrage d'animation qui a été produit ici, la Ménagerie à Toulouse. Et si j'ai choisi cet extrait, d'abord rappeler 1950, c'est l'opération Boléro Paprika, et c'est l'arrêt et l'emprisonnement de nombreux réfugiés militants communistes et espagnols et européens de l'Est, et qui vont être ensuite emprisonnés notamment en Corse, et dont une famille d'Espagnols, un grand-père, sa fille et son petit-fils. Et durant cette opération simultanée dans toute la France, dans cette famille-là, qu'on a à l'image, l'arrivée des gendarmes pousse la famille à tout faire pour sauver un objet. Et cet objet, c'est un livre dans lequel sont conservées les photos du père mort pendant l'exode, pendant la retirade. On peut voir en premier extrait. ¡Qué mierda de máquina! Bueno, Diego, ¿me puedes ayudar? Te lo he pedido ya 2 veces. C'est bon. Pero Diego, ten cuidado, por favor. Quoi? Mais il y en a partout de vos trucs aussi. Diego, que es el libro de tu padre. Et alors? C'est pas toi, mon père. Y toda su historia está ahí dentro. Ouais, ça va, je la connais, cette histoire. No le hables así al abuelo. Bien contento que estás de que esté cerca cuando lo necesitas. Con la de horas que te has pasado mirando ese libro. Mejor no te pido que me ayudes, ¿eh? Non, c'est bon. Guárdala, te traerá suerte. Là, on a à l'image l'affiche du film de Henri-François Imbert, de Passaran. Et Henri-François Imbert, dans ce film, traite lui aussi, bien sûr, de la guerre d'Espagne, la retirada, et la connaissance qu'il veut avoir de la guerre d'Espagne et de l'arrivée des Espagnols en France à travers une quête d'objets. Et les objets qu'il recherche, ce sont des cartes postales qui composent une collection. Et il n'a, lui, que quelques cartes. Si Jean-Philippe était à mes côtés, il me dirait précisément combien de cartes il avait au début et combien la collection et comment faire pour collecter les autres cartes postales. Et à travers cette quête, il y a des aspects de cette période qui se dévoilent pour lui, à ses yeux, et puis pour nous également. Voilà, donc ça c'était le point de départ. Et puis cette image, Henri-François Imbert était assis là et à côté avec un sourire un peu niais. C'était moi. Pas du tout. Est-ce que tu veux bien, Olivia, avant d'enchaîner sur d'autres extraits de films et d'autres vidéos, qu'on fasse une petite parenthèse dans ton lien à toi au cinéma, dans ce que tu as pu faire à la fois des chansons de films, de dessins animés, de films que j'ai pu voir, d'autres que j'ai pas vus, parce que je suis pas toujours le cœur de cible de ces génériques que tu as pu faire également. Et puis également, Tu penses je pense à Bunny Maloney, par exemple. J'avoue, je connais pas très bien. Bah non, mais c'est une petite. Tes enfants auraient pu voir, mais ouais, c'est vrai. Une petite série animée pour Canal+. Mais en revanche, Mia et le Migou, j'ai eu beaucoup plaisir. Oh, c'était joli. Et on peut passer, si tu veux bien, sur ça, c'est-à-dire dans ce que tu as fait aussi en tant
tant que chanteuse. Donc ce lien à ce film, cette chanson. C'est fou parce que moi, j'étais extrêmement fan de Tony Gatliff. Et puis un jour, je suis tombée sur cette chanson, La Molinera, qui clôt, je crois, le film Exil. Oui, tout à fait, c'est une générique de fin. Et un coup de cœur, je crois que c'est mon frère qui me dit « Tu as vu le dernier Gatliff, la musique est dingue ». Je me précipite au cinéma. Et cette chanson, voilà, me saisit et me semble une évidence. Je suis en train de finir mon 2e ou 3e album. Oh là là, faut qu'on la rajoute, faut que je la chante avec mon père, c'est trop beau. Et là, on me dit, ah oui, mais là, Tony Gatliff, ça va peut-être être un peu compliqué pour qu'il te donne l'autorisation. Eh ben, hyper compliqué, un mail, une réponse, d'accord, ça me plaît, et basta. Alors que c'est quand même un grand, que j'imagine bien qu'il ne me connaissait pas du tout. Et voilà, il y a des gens comme ça que j'ai aimés ado et que j'ai eu la chance de rencontrer, puisque on s'est rencontrés plus tard parce qu'il m'avait sollicité pour un film que je n'ai jamais tourné. Voilà, qui n'a pas tourné lui non plus d'ailleurs. Et parmi ces grands monsieur qui sont un peu les rois d'un cinéma de la liberté, il y a aussi Goran Bregovic, oui. Voilà, qui m'a emmené en Serbie. Et c'est peut-être ça qui nous lie à tous. L'exil qui n'est pas le nôtre, mais qu'on porte pourtant puissamment à l'intérieur de nous. Un long métrage, en haut à droite, Un jour mon père viendra. Ah oui, oui, c'est vrai. Gérard J'avais Jugnot, presque oublié. François Berléand. Et donc là, super souvenir. Hein. C'est tellement confortable d'être comédien. Tellement confortable par rapport à être chanteur ou réalisateur. On a juste à faire ce qui est écrit sur le papier, à attendre des heures, ce qui laisse le temps d'écrire des chansons. Et à bien s'amuser, quoi. Puis avec 2 partenaires comme ça, c'est vrai que on a juste à se laisser driver. C'est là où je suis pas tout à fait le cœur de cible, mais le générique, je le connais bien. Mais le générique, il est vraiment... Enfin, je me suis beaucoup amusée à faire ce générique, je me souviens. Et puis là aussi, bien sûr... Ah, ça, c'est le cœur. C'est vraiment le cœur, puisque c'est le film de Mathias Malzieu, qui est aujourd'hui encore plus qu'un frère pour moi. Et cette histoire est un peu la nôtre. Donc grand moment. Faire une voix pour ce film dirigé par Luc Besson, grand moment aussi. Et puis la plume de Mathias, qui est d'une sensibilité et d'une féerie comparable à aucune autre. Et il y a également un rôle dans un téléfilm récent, État d'urgence, que pour ma part j'ai beaucoup apprécié, réalisé par Vincent Lano, produit par l'Islande Film, Elisabeth Arnac, le rôle d'une policière à la brigade anti-criminalité, la BAC, avec des scènes de poursuite, avec des scènes de bagarre à pied et en voiture, et tu y joues le rôle d'une flic qui est à bout de souffle. Alors oui, je précise parce que c'était l'argument de France Télévisions. Olivia Ruiz est une flic à bout de souffle. C'est pas mal, voilà. C'est une chanson de Nougaro et de Dave Brubeck que j'adore. Et il y a une scène dans ce film que j'aime énormément. Tu exerces ton métier, tu viens arrêter un jeune garçon sans papier dans l'établissement scolaire, l'enseignant te convoque et vous avez cette scène de dialogue que je trouve très forte et très complexe et nuancée dans ce sujet d'actualité sur lequel parfois on a des avis un petit peu arrêtés. Bon, j'avais sollicité ce rendez-vous pour parler du comportement de Tristan et de ses résultats en baisse. Il faut dire que le dernier événement malheureux change un peu la donne. Soyons clairs, je ne veux pas ouvrir le débat sur le caractère inhumain de l'expulsion, ni l'aspect choquant de l'intervention. C'est ni le lieu, ni le moment adéquat. Parce que c'est moi qui décide de la politique d'immigration de ce pays ? Je suis fonctionnaire. J'obéis à des ordres, je suis des directives, comme vous, j'imagine. Oui, ma mission, c'est d'offrir un futur à mes élèves, pas de le détruire. Alors, j'ai aucune leçon à recevoir, ni de vous, ni de personne. J'aime mon métier, il est indispensable comme le vôtre. On est les piliers de la République, on est traités comme de la merde, et on est mal payés. Même nos enfants nous méprisent. Et vous savez, le pire qui puisse arriver, c'est de nous retourner les uns contre les autres. Si je suis pas assez présente pour mon fils, c'est parce que je me donne à fond dans mon métier. Et qu'on est en sous-effectif. Et qu'on est surmené. Bien sûr, j'aimerais passer plus de temps avec lui. Bien sûr, j'aimerais tout recommencer à zéro.
Mais le seul truc que je peux faire, c'est lui demander pardon. Je fais ce que je peux comme mère. Je fais ce que je peux comme flic. Je fais des erreurs, j'en ferai encore. Mais je suis là. Bon, je comprends. Il faut que vous sachiez que depuis ce qui s'est passé, Tristan se fait pas mal embêter par ses camarades. Lui aussi se trouve dans une situation difficile. Je lui fais confiance. Il est capable de gérer la situation, je suis sûre. Moi aussi, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait venir. Je crois beaucoup en ses capacités. Après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a un manque de travail, surtout au niveau de... Oui, ce que je peux vous dire, c'est que ça va changer. Bon, on s'est pas vu pour rien, c'est bien. J'ai adoré. Et il était super, le petit Vassili Schneider. Il était... c'est bon d'avoir des rôles avec de la matière comme ça. Et c'est bête qu'on m'en propose pas plus souvent parce que je m'éclate à faire ça. Oui, avec une palette, une amplitude aussi très différente dans le jeu, dans le registre. Mais c'est ça. En même temps, il y a des moments... Il y a une scène qui est très violente. Et c'est vrai que c'est un engagement, pour le coup, émotionnel et physique dingue. Pas pour ce genre de scène, mais sur certaines scènes très violentes, là, à partir du moment où on a bossé son rôle, on est la maman, on est la flic. Il n'y a rien à jouer quelque part. Il y a juste à être dans cette femme qu'on a appris à aimer en apprenant le texte. Mais sur les scènes beaucoup plus violentes, c'est vrai que je me rappelle d'un soir, ma maman gardait mon fils, puisque ça se tournait à Marseille. Et je suis rentrée le soir, je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. C'était fou. J'avais tellement été chercher des choses, je ne sais même pas où, je ne sais même pas quoi, que j'ai mis presque 3 heures à retrouver un état normal. Et en même temps, c'est la puissance de cet exercice, quoi. Ouais, j'adore ça. Alors, 3 courtes vidéos que je te propose de voir maintenant. Pour revenir aux objets et à la guerre d'Espagne, il y a un documentaire sur le sujet que j'aime beaucoup, qui est Combattant de la liberté, de José Alcalá, réalisateur qui vit pas très loin, qui a réalisé 3 longs métrages, Alex, Coup d'éclat et Qui m'aime suivent. Et dans Combattant de la liberté, José Alcalá évoque la mémoire de son père, militant antifranquiste, à travers des témoignages et un enregistrement avec son père qui est décédé, qui est mort dans ses bras en 2007. Et j'ai demandé à José Alcalá si un objet évoque pour lui son père, la guerre d'Espagne. Alors hélas, il n'en a pas, mais un objet lui rappelle un souvenir fort de son père malgré tout, et je lui laisse la parole. J'ai longtemps cherché la trace de l'arme avec laquelle mon père avait combattu le franquisme. Elle ressemblait à ça. Pour lui, c'était une arme de guerre, bien sûr, mais aussi une arme de liberté. Le 21 commence ici. Il faut chercher dans le 21 février Manuel Alcalá. Vous voyez, c'est ici, les noms sont ici. Alcalá, voilà. Voilà le jugement de votre père. Le 10 janvier 1948, le nommé Alcalá Manuel, de nationalité espagnole, a été surpris à Bourg-Madame, venant de franchir clandestinement la frontière franco-espagnole et détenant un pistolet automatique 7 mm 65. C'est ça. Attendu que Alcalá Manuel reconnaît les faits qui lui sont reprochés, lesquels sont prévus et réprimés par l'ordonnance du 2 novembre 1945, et en réparation le condamne à 2000 francs d'amende, ordonne la confiscation de l'arme saisie et déposée au greffe du tribunal d'Océan. Bonne chance à Olivia pour la sortie de son livre. Oh, c'est trop gentil. C'est vrai. Ça me touche beaucoup. J'ai posé la même question à Frédéric Pierrot, acteur dans Land and Freedom. Mais non, c'est trop rigolo. C'est un ami de mon manager. Ah ben. On a fait un nouvel an, mon anniversaire, donc ensemble. Acteur dans Land and Freedom de Ken Loach, ah oui. qu'on a ici. Et donc dans ce film, vous savez, donc Frédéric Pierrot, acteur dans Les Revenants, notamment dans Police de Maïwenn, dans Capitaine d'Avril de Marie de Medeiros, Il y a longtemps que je t'aime de Philippe Claudel, et prochainement dans 16 printemps de Suzanne Lindon. Et Frédéric Pierrot, dans ce film,
ici, dans Land and Freedom, joue le rôle du français. Vous savez, il y a plusieurs combattants volontaires qui se retrouvent, qui viennent d'Italie, d'Irlande, d'Angleterre. Et j'ai posé la même question à Frédéric. Est-ce qu'un objet lui rappelle Land and Freedom? Donc on a ici son visage, on a ici 2 photogrammes de Land and Freedom, et voici sa première réponse. Alors, mon cher Karim, tu dois te demander ce que je te montre, là. C'est du lin. C'est des tissus de lin que j'ai cousus pour Land and Freedom à la main. J'avais fait ça à la main, à l'ancienne. Regarde, tu vas voir, il y en a 2. Tu vas comprendre pourquoi. Le premier, c'est le premier que j'ai fait. C'est 2 triangles. 2 triangles, un noir et un rouge. Tu vois? Et le rouge, ils étaient opposés. La pointe est opposée. Il est un peu chiffonné parce qu'il sort, tu vois. Je le garde dans un tiroir. Et voilà. Et pour moi, je l'aimais beaucoup. C'est le premier que j'ai fait. Avec ces petites pointes rouges qui dépassaient. Ça, c'était noir et rouge de l'anarchie. Il y avait évidemment beaucoup d'anarchistes sur le front. Voilà. Il a été retoqué par Ken, je pense à cause de la dimension anarchiste, justement. Il m'a dit, je préférais que tu aies un rouge. Alors j'en ai fait un rouge, qui est aussi un triangle. Mais alors tu vois celui-là, je vais te le remontrer, regarde, dans le détail. Ça, c'est le foulard avec lequel j'ai tourné, que j'ai autour du cou, et je ne l'ai jamais lavé depuis le tournage, c'est-à-dire depuis 20 ans. Il m'arrivait de le porter parfois, je me suis promené longtemps. C'est aussi un triangle, mais tu vois, il est patiné par la poussière d'Espagne. Voilà. Ça, c'est le foulard du tournage, je le garde. Le béret du grand-père, qui est le béret de mon grand-père, je ne l'ai pas retrouvé. Mais je l'ai sans doute quelque part. Bon, plus anecdotiquement, ça, c'est une casquette que j'ai brodée, tu vois, ça, c'est brodé main, pendant l'accouchement de Martine de Pépita. Je me souviens qu'elle était en travail en salle d'accouchement et que je brodais. Avec le recul, c'est quand même un peu inouï, quoi. Et voilà. Tu vois, ça donnait ça. C'est même pas très élégant, hein. Voilà. Je suis content de te saluer, Olivia. Et je serais curieux aussi de lire ton livre, évidemment, parce que c'est curieux, évidemment, j'ai pas vécu la guerre d'Espagne, mais j'ai beaucoup lu. Il y a là, dans ma bibliothèque, je sais pas où c'est, mais il y a beaucoup d'ouvrages, dont l'ouvrage de Temim et Brouet sur guerre et révolution en Espagne. Enfin, il y en a, je sais pas où ils sont. J'ai beaucoup lu et ça m'a toujours... à chaque fois que je lis quelque chose ou que j'entends parler de ça, c'est un peu comme si je l'avais vécu. Alors que je ne l'ai pas vécu, c'était juste un film. Mais le film était si intense à tourner qu'il reste ça, la sensation. On a souvent ça au cinéma. On n'a pas vraiment vécu les histoires qu'on raconte, mais un petit peu quand même. Voilà. Je t'embrasse, Olivia, je t'embrasse, Karim. Et bonne présentation de ton livre. À bientôt. Merci Karim, ça me touche tellement. On n'imagine pas qu'il fait du tricot quand on le voit dans Les Revenants, au bout du bout, ou même dans le Très bricoleur et très manuel, effectivement. Et oui. J'ai posé la même question à Lola Duenas. Nous dire si un objet lui rappelle aussi le tournage de Volver de Pedro Almodóvar. Voici sa première réponse. Bonjour à tous, bonjour Olivia. Je vais vous montrer un objet, parce que je sais que vous aimez beaucoup Volver. Un objet qui pour moi, ça me fait penser toujours au film, que c'est ça. C'est San Antonio. Et l'histoire de ce Saint Antoine, c'est que pendant les tournages du film, il était dans les décors et je l'aimais beaucoup. Et un jour, en rentrant chez moi, le chauffeur, il m'a dit qu'il avait quelque chose pour moi dans les coffres. Et c'était San Antonio
Et c'était Pedro Almodóvar qui me faisait les cadeaux. Et je vais les garder pour toujours, pour toute ma vie. Alors on a une image du tournage en dessous de Volver, et puis à droite, ici, Lola Dueñas a déjà été projeté sur cet écran à maintes reprises dans plein de films, notamment dans Les Ogres de Léa Fener, tourné pas très loin, à Port-la-Nouvelle, où tout le théâtre agite avec les Fener, Marion Bouvarel, François Fener arrive à Port-la-Nouvelle pour jouer ce spectacle de Tchekhov. Alors Lola Dueñas a envoyé cette première vidéo pour parler de cet objet, parce qu'on a discuté de ton livre, et elle a proposé d'envoyer une deuxième vidéo avec une poésie. On peut l'écouter. Et j'avais envie d'être avec vous aujourd'hui, qui vous parlez de la mémoire. Et je vais lire un petit morceau d'un écrivain espagnol que j'adore, qui s'appelle Alphonse Cervera, qui écrit autant et aussi bien de la mémoire. C'est en espagnol, mais je pense que quand on parle de l'âme, on se comprend tous. On y va. Il dit: El tiempo siempre nos descubre haciéndonos una pregunta. ¿Qué pasó antes? ¿Qué estaba pasando cuando a lo mejor nosotros ni existíamos? Cuando el mundo cabía en un pequeño armario que un día descubrimos lleno de fotografías. Esas fotografías a las que luego, al paso de los años, íbamos poniendo nombres, inventando paisajes y personajes que se habían escapado del encuadre. En uno de los cajones del armario hay una fotografía que es el bien más precioso de la casa, que es la casa donde vivieron mis abuelos. Es la fotografía de un chico y una chica que están vestidos como para una boda. Los dos son guapos, muy guapos, y sonríen como se sonríe cuando se tienen 20 años y toda la vida por delante. Siempre le pregunté a mi madre si los dos jóvenes eran la abuela y el abuelo antes de la guerra. Y no sé por qué, mi madre se iba a la cocina, me daba unas patatas y decía que las fuera pelando para la cena. Bon, elle était peut-être un petit peu présomptueuse dans sa présentation quand elle a dit que quand on parle de l'âme, tout le monde comprend. Pour ma part, oui. je n'ai pas tout compris. Ah. Tony Gatliff, tu as parlé de ce projet que vous aviez. Voilà. Est-ce qu'il est dans les tiroirs de la commode? C'était il y a 10 ou 12 ans, donc à mon avis, il faut que je me rappelle à son bon souvenir. Bon, j'ai demandé aussi de nous faire une petite vidéo pour te saluer. Bonsoir Olivia, bonsoir à tous. Quand on apprend qu'un artiste apprécie votre travail, ça vous propulse, parce que en tant qu'artiste, nous sommes chargés de doutes. Olivia Ruiz fait partie des artistes que j'apprécie et respecte. Chère Olivia, nous sommes faits du même bois que pour reprendre l'expression des luthiers. Je t'embrasse dans ces temps où tout nous force à s'éloigner des uns des autres, alors que c'est aujourd'hui qu'il faut se rapprocher des uns des autres. C'est vraiment une canaille. Hein. Je savais que tu allais me tirer les larmes. Hein. C'est fou ça. Merci, merci, merci Karine. Bon, ça peut être très compliqué de les convaincre. Entier. Voilà, il est avec nous, là on a de la chance, mais 3 coups de fil et puis on a les plus grands qui nous apparaissent à Narbonne. Dingue. Il est 20h11. Ça a duré 55 minutes, l'intervention. On a commencé un peu plus. Merci. On a pu se promener tellement dans ta cinéphilie, dans cet ouvrage, dans les thématiques, dans certains mots. Tu m'as fait découvrir de belles choses et on a que vu j'ai plein envie d'images. de voir aussi. Bonne soirée, merci Olivia.